Alors, c'est l'un des moments que j'attendais, Tunisia Digital Summit, et pourtant, spécialement en Europe, Pas du tout. mais quand j'ai vu le keynote, je l'ai googlé, j'ai dit, ah, tiens, celle-là, je ne vais pas la rater. Keynote, FinTech, nouveaux enjeux et nouveaux challenges. Iqbal Snoussi, qui est vice-président du syndicat, Lyoum, Oui, le e-commerce. Je ne vais pas vous donner le nom de le syndicat, comme je connais le syndicat du e-commerce. Et en fait, il est chargé justement de FinTech au sein de ce syndicat. C'est excellent. Je vous laisse avec Iqbal Snoussi sous vos applaudissements. Applaudissements, tabac de tour. Allez. Sous vos applaudissements. Merci. Alors, merci à tous d'être là, après le déjeuner, après le décalage qu'on a eu au niveau de cette matinée. Au fait, je suis, comme l'a dit Wassim, je suis le vice-président du CEVAD, qui est le syndicat du e-commerce et de la vente à distance. Et en l'occurrence, je suis chargé du dossier des fintech et des moyens de paiement pour essayer un peu de structurer le marché et d'être force de proposition par rapport aux différentes parties prenantes et essayer de réguler tout ça. Voilà. Donc je vous invite à une petite balade dans le monde justement des fintech. Je vais commencer petit à petit en donnant quelques définitions et après on va parcourir ensemble l'ensemble du parcours et de la réflexion que je propose de faire cet après-midi. Voilà. Alors, on va commencer, comme je disais, par une petite définition. Qu'est-ce qu'une fintech? Alors, une fintech est un acteur innovant, et exprès j'ai mis acteur innovant et non pas start-up, parce qu'il y a quand même quelques confusions. Une fintech peut, je peux vous le dire, ne pas être une start-up, qui, en partant de l'usage de l'expérience client, va être en rupture, ou bien améliorer, ou bien repenser les services financiers. Et le cœur et l'ADN même des fintechs, c'est justement cette expérience client qu'elles sont en train de revisiter. Alors concrètement, un parcours enrichi améliore l'expérience client. Ça, c'est d'ordre général. Alors une meilleure expérience client, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une forte personnalisation. Ça peut aussi vouloir dire rapidité du service, accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Aussi une accessibilité via les différents devices, ça peut être mon PC, ça peut être mon smartphone, une tablette, quel que soit le device via lequel je peux accéder, je dois être capable de faire ce que je veux. Après, nous avons une utilisation intuitive, et ça c'est très très important. Après, on en reparlera un peu quand on passera à la partie inclusion financière et e-caching, c'est primordial. Les fonctionnalités adaptées justement aussi au segment. Toute l'idée des fintechs, c'est de ne pas concevoir un produit et après aller le pusher vers des segments ou bien des consommateurs. C'est bien au contraire. C'est de partir de l'usage, de l'expérience client, de ce qui est en train de causer aujourd'hui son pain et d'aller l'enlever pour améliorer cette expérience. Et enfin, des propositions proactives, c'est-à-dire aller au-devant, au-delà de ce qui existe, proposer des solutions innovantes. Et ça, c'est permis justement par beaucoup de convergences, notamment toute la techno qui nous permet aujourd'hui de traiter de la big data, de l'intelligence artificielle qui permet de faire des choses assez intéressantes. Alors, tout ça est bien beau, et quel impact est-ce que ça va avoir sur les services financiers? En fait, pour commencer, quand on dit un service plus rapide et plus efficient, ça veut dire qu'on va améliorer l'accessibilité, ça veut dire qu'on va améliorer les temps de réponse, ça veut dire qu'on va améliorer la synchronisation, et on va surtout parler de real time. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à attendre que ça se fasse, on n'aura plus à attendre qu'il y ait une compensation X heures, voire même X jours plus tard. Pour la personnalisation de l'offre, là encore une fois, en partant du consommateur qu'on est en train de cibler, du segment en particulier, de ses problèmes et de ses besoins, et on va venir concevoir des produits qui sont vraiment client-centric, autour du client, autour de ses besoins et autour de son expérience. La réduction des commissions et des frais, là c'est un grand enjeu. En fait, les fintechs repensent le modèle, revoient complètement la manière de faire les choses. Je vais donner un petit exemple ici, et après on rentrera beaucoup plus dans les détails. Si on reprend le marché du TPE, alors aujourd'hui il est cloisonné au niveau des banques, elles sont en train, je parle du cas tunisien,
ils sont cloisonnés au niveau des banques. Les banques sont en train d'acheter de petites quantités, qui fait qu'elles les achètent à des prix qui sont, entre guillemets, indécents en 2018. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et du coup, c'est des TPE qui ne font que du paiement. Libérer le marché du TPE revient à dire qu'il y aura plusieurs fournisseurs, il y aura plusieurs prestataires. Ils ne fourniront plus les banques, ils fourniront les marchands directement, et du coup on va avoir une floraison d'applications qui vont venir se greffer sur ces TPE-là, et on va avoir dessus plein de cas d'usage, parce qu'on aura libéré le marché et on aura libéré surtout la concurrence. Excusez-moi. Alors, la distribution, encore une fois, pareil, de la même manière, en réfléchissant et en partant du consommateur et son besoin, on aura des canaux de distribution qui seront complètement innovants dans le sens où ça ne sera plus au client d'aller vers les établissements financiers traditionnels pour aller faire la queue, pour aller chercher à ce que le conseiller daigne le regarder ou faire attention à ses besoins et le serve. Le client sera traité comme un roi de chez lui, de la manière qu'il la souhaite et selon le canal de prédilection avec lequel il est le plus familiarisé. L'accès au segment, justement, et ça c'est un gros problème qu'on a en Tunisie, ceux qui sont non servis et les mal servis. Là, je voudrais insister sur quelque chose. On veut bien nous dire qu'en Tunisie, nous avons 66% de taux d'inclusion financière. Très sympa. Mais concrètement, sur ces 6, je ne regarde même pas les autres qui ne sont pas inclus financièrement. Là, je pense qu'on est tous d'accord sur leur situation. Mais attardons-nous un peu sur ces 66-là qui sont inclus, soi-disant, financièrement. Quels sont, parmi ces 66%, les personnes qui réellement utilisent les outils d'aujourd'hui, les outils digitaux pour le paiement? Quand on regarde les vraies statistiques de la monétique en Tunisie, la majorité, il y a une grande part de personnes qui n'utilisent pas du tout leur carte. Sur le peu qui reste, la moitié n'utilisent leur carte que pour faire des retraits. Et sur ceux qui restent, une toute petite partie de la population est en train de réellement utiliser le canal digital, le canal de paiement par carte. Et donc là, justement, on va revenir à ces populations-là, on va les adresser segment par segment. La banque n'a pas dans sa stratégie et dans sa façon de faire ni le temps, ni l'envie, ni le besoin d'ailleurs, d'aller chercher ces niches-là, alors que des fintechs verront énormément d'intérêt, chacun en ce qui le concerne, selon la niche qui le concerne, pour aller chercher ce flux-là et aller servir ces gens-là et les satisfaire. Pardon. Alors, tout ce que je viens de raconter en termes d'impact, qu'est-ce que ça va générer en gros? De ça va résulter un nouveau modèle, et deux nouveaux plutôt modèles au pluriel, de revenus, aussi bien pour les fintechs que pour les banques. C'est-à-dire que les fintechs seront à considérer dans de nouveaux modèles économiques comme étant des agrégateurs de flux pour les banques et pour les établissements de paiement dont on attend le statut impatiemment. Et ça va d'une part engendrer de nouveaux revenus, repenser les revenus et aussi jouer, il est clair, sur certains tableaux contre les banques. Et là, on parle d'une autre dimension, on ne parle pas des fintechs avec les moyens dont on dispose en Tunisie. Là, justement, je voudrais faire un petit parallèle entre ce qui a été fait chez Amazon et ce qui est en train de se faire au niveau des établissements financiers traditionnels. Alors, Amazon, ils sont partis de leur capital, en fait, et de leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils ont comme capital? Ils ont des serveurs hyper puissants, ils ont des équipes IT hyper qualifiées, et ils ont détecté qu'il y avait une opportunité sur le marché de monétiser ce savoir-faire-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2006, ils ont créé ce qu'on appelle les AWS, c'est les web services d'Amazon, et qui mettent à disposition, et attention, hein, ils mettent à la base, maintenant c'est vraiment beaucoup plus généralisé, mais à la base c'était des produits qui étaient conçus pour les e-commerçants, c'est-à-dire pour leurs concurrents. Vous imaginez, ils ont conçu des web services, des API, pour les mettre à disposition des e-commerçants pour qu'ils deviennent de plus en plus performants et qu'ils puissent se servir à la demande et qu'ils puissent payer en fonction de leur consommation plein de technologies à laquelle un petit e-commerçant n'était en aucun cas supposé accéder. D'accord ? Résultat des courses. Ça, c'est un chiffre que je viens d'actualiser. En fait, en 2017, 73% des bénéfices d'Amazon provenaient des web services. D'accord ? C'est-à-dire que
je pense qu'une bonne partie de l'audience, quand j'aurais posé la question Amazon, qu'est-ce que c'est pour vous? Ben, c'est une place de marché, c'est des produits, c'est de la vente, c'est du e-commerce. Eh bien, oui, tout ça c'est bien beau, mais juste, je vous dis, retenez ce chiffre. 73% des bénéfices réalisés par Amazon proviennent des web services. Et je vous laisse, messieurs, justement, et mesdames, par rapport au fintech, quelle sera la position que vont prendre nos banques et nos institutions financières et nos régulateurs? Est-ce qu'on va être contre, est-ce qu'on va se battre contre les fintech, ou bien est-ce qu'on va les imaginer et les considérer comme étant une opportunité pour de nouveaux modèles de revenus? Et quand je dis de nouveaux modèles de revenus, concrètement justement, comment s'y prendre pour tirer profit de cette manne qui est en train de se présenter à vous? Ben, au fait, il faut juste imaginer que le métier de l'institution financière, en l'occurrence, dans le cas de l'exemple plus la banque, c'est d'imaginer que, au fait, tout ce que vous êtes en train de faire et vous souhaiteriez faire, ça puisse se décomposer en pièces de Lego. Vous avez votre core banking, après, vous avez d'autres services aussi qui sont au cœur de votre métier qui pourraient s'imbriquer. Après, on passera à tout ce qui est carte, wallet et autres canaux de paiement. Et après viendrait l'acquisition. Alors, vous me dites, oui, ça c'est bien beau. Voilà ce qu'en font les fintechs. Quand vous regardez le métier de chacune des fintechs, et là j'ai repris des fintechs qui sont super connus pour faciliter un peu l'exemple, comme PayPal, comme Stripe et autres, au fait, ils ne font que reprendre des pièces du Lego, les imbriquer et chacun se positionner sur une niche pour servir un segment bien déterminé, une clientèle bien déterminée en fonction de son besoin. C'est ça, une simplification, une schématisation de ce qui devrait être, enfin, de ce qui est déjà à l'international, hein, mais en Tunisie, de ce qu'on souhaiterait faire. Alors, justement, c'est bien beau, on a discuté de ça, on a dit que voilà, il fallait passer à ces API, il fallait que les banques tirent profit du flux des fintechs au lieu de les considérer comme étant de nouveaux entrants, immatures, source de problèmes, qui viennent leur poser beaucoup de questions, qui souhaiteraient s'interfacer avec eux. Ben, il y a des choix stratégiques que la Tunisie devrait faire et que nos banques devraient faire. Alors, à quel niveau? Ben, le premier niveau, c'est comment aider nos fintechs à se lancer. Là, je fais un petit parallèle qui est vraiment assez parlant. Alors, il faut savoir que 20% des fonds levés par les fintechs au niveau des États-Unis et du Royaume-Uni et plus largement en Europe, 20% des fonds qui sont levés sont adressés à l'interfaçage avec les banques, avec les systèmes d'information des banques, et ça se fait en 3 à 6 mois. Du coup, elles peuvent s'offrir le luxe de consacrer 80% de leurs fonds à l'intelligence produit, au marché et au développement business. C'est génial. En parallèle, en Asie, et quand je dis Asie, c'est exactement le même parallèle avec ce qui est en train de se passer chez nous et en Afrique, c'est 80% des fonds levés, rendez-vous compte, 80% des fonds levés sont consacrés à cette phase d'interfaçage. C'est une phase qui est juste en train de coûter énormément, aussi bien à la fintech qu'aux partenaires de la fintech, et ça bouffe énormément, quoi. Sur la deuxième partie, comment les aider à scaler rapidement? Pareil, c'est la même problématique. Aux US et en Europe, ils ont la DSP2, ils ont l'open banking, ce qui fait que tout se fait d'une manière fluide, alors qu'ailleurs, encore une fois, régulation par régulation, il faut aller et s'interfacer. Par rapport au hub, pareil, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite des conférences, des awards, des sandbox, des effets d'annonce, ou bien on souhaite qu'on ait... excusez-moi. Je vais juste revenir sur le slide d'avant. En fait, où est-ce qu'on souhaite vraiment avoir du business, de vraies sorties pour les bailleurs de fonds, parce que c'est un jeu de levée de fonds aussi, et de nouvelles licences light pour les fintechs pour qu'elles puissent faire leur travail. J'essaie d'aller rapidement parce que le temps presse. En fait, en Tunisie, entre-temps, nous avons retenu 2 grosses problématiques, la réduction du cash et l'inclusion financière. Quand on va parler de réduction du cash, ben, le rôle que pourraient justement jouer les fintechs, c'est réduction des coûts d'acquisition monétique.
à travers l'exemple des TPE que je donnais tout à l'heure, à travers l'utilisation d'autres outils. On n'est pas obligé aujourd'hui de passer uniquement par les TPE pour réaliser du paiement. Un KYC et un AML qui soient adaptés et graduels en fonction de l'usage, en fonction des montants, en fonction de l'expérience et du niveau de risque constaté. Une cohérence des moyens de paiement une cohérence entre le moyen de paiement proposé et le segment et l'usage qui en est fait. L'accompagnement et l'encouragement des sanctions, cash-in, cash-out, c'est-à-dire il y aurait des systèmes d'incentive et en même temps des systèmes de sanctions que les fintechs pourraient processer dans ce cas de figure. Et puis, les incitations commerçants et porteurs à travers la mise en place de systèmes de fidélisation sur carte, de systèmes de fidélisation par rapport à l'acquisition commerçant et tout ce qui pourrait résulter de l'exploitation de la data qui est disponible aussi bien chez le commerçant que chez les banques, par une simple convergence entre les deux. Alors, par rapport à l'inclusion financière, je vais passer rapidement. Au niveau des paiements, il suffit de faire des e-wallets et des solutions à faible coût pour pouvoir justement améliorer énormément tout ça, sans oublier le temps réel. Par rapport à l'épargne et aux prêts, les solutions de financement innovantes, le crowdfunding, les tontines, énormément de possibilités d'exécution. La microfinance avec du scoring crédit, et c'est ce qui va permettre, via l'intelligence artificielle, de donner la main aux IMF d'accorder des crédits sans pour autant prendre un risque supplémentaire parce qu'il n'y avait pas un historique client suffisamment riche pour pouvoir prendre les décisions. Les transferts, que ce soit nationaux, que ce soit internationaux. Et puis, encore une fois, le KYC AML avec des solutions biométriques, il y a 36 000 possibilités et des AML en mode SaaS et en temps réel pour chacune des transactions. Il n'y a aucune banque qui est capable de le faire aujourd'hui. Juste un exemple. Ça, c'est juste pour schématiser de l'inclusion digitale, financière, sociale, tout ce que vous voulez. Ça, messieurs et mesdames, ça, c'est un distributeur de médicaments en Afrique du Sud et qui est cashless. C'est-à-dire que vous passez votre ordonnance, vous récupérez votre médicament. Et ils sont déployés dans les faubourgs et dans les petits coins où il n'est pas rentable de s'installer en tant que pharmacien. Ça, c'est juste un exemple extraordinaire qui regroupe tout ce que je suis en train de dire. Pour terminer, juste les recommandations que nous proposons au niveau du CEVAD. Par rapport aux régulateurs, nous recommandons à court terme un décret pour un statut light pour les fintechs, je dis bien un décret s'il vous plaît et non pas une loi, on n'a pas le temps. La libéralisation du marché des TPE, à moyen terme un FinTech Act et aller vers l'open banking et la DSP2. Par rapport aux institutions financières, collaborer avec les PSP pour accélérer et sécuriser la mise en place des API pour le compte des fintechs, aussi collaborer avec les fintechs pour généraliser l'usage des e-wallets adossés à des comptes de cantonnement. Et vous aurez toute la sécurité dont vous avez besoin. Compte de cantonnement, PSP ou bien des certifications PCI DSS imposées et une e-wallet. Et laisser les gens faire leur travail. Pour les fintechs, bien que je sois très positif et que j'ai grand espoir en notre marché et comment est-ce qu'il va se développer, n'attendez surtout pas de faire un POC en Tunisie. Attaquez l'international directement, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Pareil, partagez l'information et fédérez-vous et soyons une force de proposition par rapport aux régulateurs, au gouvernement et aux différentes institutions. Merci. Je m'excuse pour le retard.